Jeudi 19 mars 2020, bonsoir. Merci de votre fidélité dans Décryptage. Ce soir, nous parlons bien sûr des États-Unis d'Amérique. Trump, officiellement candidat républicain à la présidentielle. Mamadou Diouf va passer à la loupe cette actualité-là avec nous. Mamadou, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir Mathieu. Alors, on a vu depuis l'élection de Donald Trump, il y a déjà près de 4 ans, bientôt 4 ans, et ça va, un chrétien d'eau, ses déclarations, ses faits, sa façon de faire la politique qui est un plus d'un, et finalement, il est officiellement candidat. Qu'est-ce qui a joué finalement à la faveur de Donald Trump? En fait, il y a plusieurs choses. Le président a un électorat au niveau de ce qu'on appelle les White Anglo-Saxon Protestants, un groupe de protestants anglo-saxons qui sont là, qui sont des fidèles, j'allais dire, du président de la République. Et le président Trump l'a parfaitement bien compris. Quand il parle, quel que soit le discours dont il parle, il a toujours cette façon de montrer à ces gens que je suis avec vous. Il n'a jamais manqué de le faire pour pouvoir maintenir son électorat. C'est vraiment curieux parce que je me rappelle, juste après son élection, dès qu'il a commencé à faire ses gaffes, beaucoup d'analystes avaient dit que celui-là ne pourra même pas faire 2 ans, même pas la moitié du mandat. On ne lui donnait même pas la moitié du mandat. Tout le monde était sûr qu'on va l'empêcher de continuer, tellement il y avait effectivement, dès le départ, des erreurs qui étaient commises par le président de la République. Mais voilà qu'il est en train de terminer son mandat et qu'il va vers un autre mandat. Un autre élément qu'il apporte, il faut dire que, d'un point de vue économique, ce n'est pas lui quand même qui a tout fait. Ce n'est pas en 4 ans qu'on change la réalité économique d'un pays. Il est venu au niveau des États-Unis alors que le pays avait amorcé véritablement des changements sur le plan économique. Et à la limite, il est venu au bon moment pour profiter d'un certain nombre d'efforts qui ont été faits par ses prédécesseurs, parce que ça aussi, il faut le dire, ce n'est pas un président qui vient régler tous les problèmes d'un pays, c'est une suite d'actions. Et il y en a un qui va en profiter le plus. Lui, il fait partie de ceux-là qui en ont profité et il se tape tout le temps les poings sur la poitrine pour dire que l'économie américaine se porte bien. Mais tous les économistes américains sont d'accord que ce n'est pas parce qu'il est arrivé en 4 ans, mais c'est parce qu'il y a tout un travail qui avait été fait pendant un temps. S'il vous est demandé à l'heure actuelle d'analyser un peu sa politique intérieure du pays, quel est ce commentaire-là que vous faites? Ça va être compliqué parce que Trump, parfois, on le regarde comme un diviseur. Si vous regardez l'attitude de quelqu'un comme le président Obama, à chaque fois qu'il y a eu ces fusillades qui malheureusement font partie à la limite de la vie des Américains, quand vous voyez la position de Obama qui tente de chercher un compromis, qui tente de faire comprendre aux Américains que les temps ont changé, il faut qu'on accepte de revoir la question du port d'armes, Trump ne le faisait pas. On a vu des Américains manifester. Quand la fusillade a eu lieu dans une école, on a vu les élèves sortir. Mais Trump garde son électorat. Et parmi son électorat, il y a tout ce lobby qui est là pour ce qui est du port d'armes. Mais on le voit faire de ces sorties à la limite incompréhensibles dans des situations où on s'attendait à ce qu'il appelle à un sursaut national, à ce qu'on revoie un certain nombre de choses, mais il garde sa stature en considérant que oui, les gens peuvent garder les armes. Je me rappelle sur le cas du lycée, parce que ça avait vraiment choqué les gens, il avait fait une proposition à la limite incongrue. Il avait dit on n'a qu'à donner une arme à tous les enseignants. À tous les enseignants. Comme ça, si quelqu'un vient avec une arme, les enseignants également vont pouvoir se défendre et défendre les élèves. Bon, les gens avaient compris que ça, c'est Trump qui ne veut pas céder au niveau de cette question du port d'armes à cause de ces lobbies qui sont là et qui le soutiennent. Mais c'est finalement passé comme lettre à la poste parce qu'on a oublié, en attendant encore un autre épisode de fusillade qui va créer des problèmes, on reposera encore cette question du port d'armes. L'autre division, c'est les Américains qui ne sont pas des anglo-saxons. On a senti un président qui semble être le président des Américains anglo-saxons. Regardez tout ce qu'il a fait avec des Américains qui sont d'origine mexicaine, des Américains qui sont d'origine d'ailleurs, alors que même lui, il en fait partie parce que je ne vois pas parmi eux qui est américain d'origine américaine, parce que sinon ils seraient des Indiens, parce que c'est eux qui étaient là-bas. Ouais. Eux tous viennent de l'Europe, mais la dernière vague de la migration
rencontre d'énormes difficultés avec le président Donald Trump. Alors que ce n'était pas le cas avec les présidents précédents, même si les gens disaient qu'il faut juguler la migration, les gens parlaient plutôt de la migration clandestine. On l'a vu plusieurs fois ici dire, bon, les gens de tel pays ne rentrent plus chez nous, les gens de tel pays ne rentrent plus chez nous. Ça ne participe pas à la cohésion au niveau de cet États-Unis qui se présente plutôt comme un melting pot, un espace dans lequel plusieurs races se rencontrent. Et c'était ça la fierté également des États-Unis. Cette fierté, Trump est en train de, à la limite, faire disparaître cette fierté, parce que si on interroge les Noirs, si on interroge les Hispaniques et autres sur Trump, la réponse est différente de ce qu'on a l'habitude d'avoir quand on parle d'un président américain. L'autre fait qui a marqué l'histoire de Trump en ces 3 ou 4 ans bientôt, c'est la construction de ce mur. Un mur qui divise, hein, oui, avec un coût faramineux. Mais le mur a créé plein de problèmes parce que le principe de construire le mur a divisé. Qui va payer à diviser? Trump avait voulu chercher la solution en disant, bon, comme c'est du Mexique que ça passe et vous les laissez passer, c'est vous qui allez payer. Bon, depuis quand on voit quelqu'un qui commande, la règle c'est que c'est celui qui commande qui paye. Qui dépense, oui. Mais on commande et puis on dit à l'autre, puisque les gens passent par chez toi, c'est toi qui vas payer. Ce mur a été un problème et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Il y a des Américains aujourd'hui d'origine mexicaine. Comment ces gens vont se sentir quand ils voient que le président de la République, à la limite, en veut à des gens qui sont d'origine du pays d'où eux-mêmes ils viennent? Et ça, les gens n'ont pas accepté. C'est pourquoi le mur a fait l'objet de débats pendant fort longtemps. Ça a fait l'objet de divisions. À un certain moment même, on allait vers, comment il s'appelle ça encore, l'impossibilité de payer les salaires parce qu'on n'acceptait pas de voter. Le président disait que tant que vous ne votez pas, moi également, je garde ma position. À 2 reprises, Trump est allé jusque là-bas. Dire aux gens, bon, même si on ne paye pas, lui, en tout cas, il persiste parce qu'il veut qu'on construise ce mur-là, alors que dans le principe, on ne peut pas présenter les États-Unis comme un pays champion en matière de liberté, de droits de l'homme, d'un certain nombre de principes, et puis vouloir faire un mur pour empêcher à des gens d'accéder dans un pays. La libre circulation des personnes et des biens, c'est un principe. Pourquoi vouloir entraver cette libre circulation avec un mur? S'il y a des problèmes ailleurs, on ne peut pas empêcher les gens d'aller vers là où se trouve la solution. C'est ce qui s'est toujours passé dans l'histoire du monde. Il y a toujours eu des migrations. Les États-Unis même sont le résultat d'une migration. Donc c'est eux qui devaient surtout pas refuser une migration. L'autre fait aussi, c'est le putschment. Oui, ça c'est le fait où Trump a tremblé sérieusement. Ouais. Parce que d'un point de vue juridique, le problème était là, il était réel, mais on n'était pas dans un procès avec un tribunal qui essaye d'établir des faits, qui essaye de mettre en évidence une culpabilité ou pas. On était dans un tribunal politique. C'est pourquoi, au niveau de la Chambre des représentants, puisque les démocrates étaient majoritaires là-bas, on ne lui a donné aucune chance. Il fallait le juger et les gens étaient prêts à le destituer. Au niveau du Sénat, il avait une majorité, et puisque c'est le Sénat qui avait la dernière position, qui devait dire le dernier mot sur la destitution ou pas, il a pu convaincre sa majorité et c'est cette majorité qui l'a protégé. Mais sinon, effectivement, du point de vue des faits, il y avait de quoi destituer le président Trump et on l'a vu s'en prendre à des gens, à des personnes, parce qu'il avait vraiment senti que cette fois, on l'a eu. Parce que les autres fois, il y avait toujours parfois un petit flou, mais cette fois, les choses étaient bien claires. Les républicains l'ont bien compris en faisant tout pour empêcher un certain nombre de personnes de témoigner, parce que leur témoignage allait accabler le président, même si on ne le destituait pas, parce qu'il était majoritaire au niveau du Sénat avec les républicains. L'autre fait également dans l'actualité politique des États-Unis, c'est sa politique extérieure vis-à-vis de certains pays de l'Europe, d'Asie, voire même à travers le monde entier. Hein. Mais bien sûr, nous, on a reçu notre part. Quand il a parlé de ces pays de merde. Ouais, ces pays de merde. On a reçu notre part en tant qu'Africains, parce que... Et c'est ça le président Trump. On se dit tout le temps, bon, après une telle bévue, il va peut-être revoir les choses, mais c'est le contraire. Ce sont ses proches collaborateurs qui préfèrent partir parce qu'ils n'en peuvent plus de voir un président qui fait des sorties qui ne sont vraiment pas dignes de ce qu'on attend d'un président américain.
On a vu sa guerre avec la Chine, la guerre économique, Oui. qui n'était pas complètement terminée. Là-bas aussi, c'est le coronavirus qui est venu amener pratiquement une trêve, puisqu'on pense actuellement à régler d'autres problèmes. On a vu cette même guerre économique avec l'Europe à un certain moment, sur un certain nombre de plans où il se lève du jour au lendemain, il accepte et augmente les taxes sur un certain nombre de produits. Et c'est ça Trump. Il souffle en même temps le chaud et le froid. C'est ce qu'il a fait pendant 4 ans. On a vu avec la Corée, où tout le monde pensait qu'à un certain moment, on était à 2 pas d'une guerre entre la Corée et la Corée du Nord précisément et les États-Unis. Curieusement, on a vu les 2 présidents se rencontrer. On a signé un accord. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que les choses ne sont plus au même niveau. L'accord est en train de voler en éclats. On a vu avec l'Iran qui a même abattu des drones de l'armée américaine. À un certain moment, avec l'assassinat de Qassem, on a pensé qu'on va aller vers une guerre avec l'Iran, mais on a vu les États-Unis revenir à de meilleurs sentiments. On est là, c'est ça Trump. C'est sa stratégie en fait. Il joue au fou pour qu'on le laisse passer. Quand on le laisse passer, il redevient quelqu'un de normal. Et ce qu'il a fait, c'est comme ça qu'il a réussi à faire pression sur bien des gens. Quand en négociation, il n'obtient pas quelque chose, vous le voyez immédiatement aller vers les pressions et de façon très forte pour pouvoir obtenir par la pression ce qu'il n'a pas obtenu par la négociation. Mais ce n'est pas comme ça qu'on doit gouverner le monde. On va s'intéresser un peu à ses chances vis-à-vis de ses adversaires. Je veux parler bien sûr des démocrates qui semblent être un peu divisés en ce moment. Oui, mais bien que les démocrates soient divisés, les jeux sont clairs. Hein. Ça sera Joe Biden. Puisque, quoi qu'on dise, au départ, tout le monde s'attendait à ce que ça soit lui ou Bernie Sanders. Bon, les sondages et les analyses n'ont pas menti. Aujourd'hui, c'est clair que ça sera Joe Biden, puisqu'avec les primaires, il a déjà un niveau d'avance sur Bernie Sanders, de sorte que Bernie ne pourra plus le rattraper. On respecte le jeu démocratique parce que c'est ça également. Et il est bon que nos pays également tirent leçon de cela. C'est cette démocratie interne au niveau d'un parti qui fait qu'on va jusqu'au bout dans un combat pour désigner selon les règles du parti qui va être le candidat. Il n'y a pas de candidat naturel là-bas, il n'y a pas de candidat surnaturel là-bas. On le désigne par un procédé qui est bien clair. Donc ça va être Biden. Et malheureusement pour Trump, ça va être celui qu'il ne voulait pas. Parce que la procédure d'empêchement dont on parlait tout à l'heure pour le destituer est liée à Biden, puisque Trump lui-même avait vu que voilà un concurrent qui peut être pour lui un concurrent dangereux. Ce qu'il a essayé de faire, c'est de l'écarter de la course. Et c'est ça qui avait amené cette question de destitution du président de la République. Moi je me pose la question, dans un face-à-face Biden-Trump, j'espère que Biden ne va pas pousser le bouchon trop loin pour montrer aux Américains que Trump est quelqu'un qui n'a rien compris dans ce qui se passe dans le monde. Parce que ça fait partie des risques. Comment Trump va pouvoir tenir devant Joe Biden sur un débat, sur un certain nombre de questions, quand on se rappelle que Trump a mélangé parfois les capitales de l'Allemagne et de la France. S'il ne fait pas attention dans un débat, il risque de déraper et malheureusement, ça peut avoir des conséquences négatives pour lui. Mais il connaît clairement aujourd'hui son adversaire et c'est celui qu'il ne voulait pas. L'autre fait également, c'est sa communication. On voit un président qui est chaque temps sur tweet, qui tweet à tout bout de champ. On se dit, mais c'est quel genre de communication pour un État aussi grand, démocrate, longtemps vanté comme une référence à travers le monde, la première puissance? Si on appelle ça communication, les spécialistes de la communication vont se fâcher contre nous. Parce que quand on dit communication, on pense à quelqu'un qui a une politique de communication, on pense à quelqu'un qui a une stratégie, on pense à quelqu'un qui sait choisir le moment pour faire sa communication. Il y a une équipe bien en place. Bien sûr. Parce que quand on dit communication, c'est tout ça. Lui fout tout au pied. Mais ici, c'est tout le contraire, raison pour laquelle beaucoup de ses conseillers ont dit à un certain moment le quitter. Ou bien lui-même, il les a fait partir parce que les conseillers lui disaient que nous ne sommes pas d'accord. Il y a un ouvrage qui a été publié sur lui où quelqu'un s'est tout simplement hasardé à compter le nombre de tweets par jour du président. Et il a fait un très beau jeu en disant, imaginez que pour faire ces tweets, ça prend tel temps. Mais s'il tweet autant, à quel moment il est en train de s'occuper des États-Unis?
Il disait quand même que c'est un président gâté qui reste dans sa chambre, qui est là avec son appareil, il passe son temps sur Internet à regarder ceci et cela. Vraiment, ça a été une attaque de front qu'il avait vraiment touché parce qu'il avait répondu à sa manière pratiquement en l'insultant. Mais à l'époque, le gars avait fait un travail pour montrer qu'effectivement, on attendait autre chose d'un président de la République, quel que soit l'État, en particulier du président de la République des États-Unis, parce qu'effectivement, Trump a inondé le monde avec ses tweets en réagissant parfois directement sur des questions où un bon président prendrait la peine d'abord de consulter son équipe pour savoir d'abord quelle position prendre. Et après avoir pris une position, c'est ça la communication, comment faire passer la position qui a été prise. Lui, la position réagit directement sans pour autant que même des personnes qui sont concernées ne puissent avoir été concertées. Avec coronavirus, est-il capable de garder le cap jusqu'à l'échéance électorale? C'est possible? Espérons, parce que les États-Unis... On l'a vu au début avec ses sorties aussi fracassantes. Mais c'est comme d'habitude, c'est qu'en fait, Trump, c'est comme s'il ne prend pas conscience que c'est un être humain, il ne connaît pas tout. Et malheureusement, même en matière de connaissance, il a souvent montré qu'il ne s'y connaît pas du tout. Avec le coronavirus, c'est comme ça. Au départ, dans sa communication, il était en train de sous-estimer, de négliger la chose. Aujourd'hui, l'Amérique a dépassé le cap des 1000 cas. Ce qui veut dire qu'il rentre maintenant dans une phase qui va être une phase problématique. Il y a même des gens qui demandent déjà le confinement en disant qu'il ne faut pas attendre. C'est déjà trop tard. Il faut prendre des décisions, mais il est là encore en train d'hésiter par rapport à cette question. À un certain moment même, on l'a vu dire pratiquement, c'est pas grave. D'abord, c'est pas son rôle, parce que ce n'est pas son domaine. Et ensuite, avant de dire c'est grave ou ce n'est pas grave, il faut poser la question aux spécialistes pour qu'ils te disent quelle est réellement la situation et quels sont les risques encourus. Il aurait pu ne serait-ce que regarder ce qui se passe ailleurs pour se rendre compte que même 10 cas, c'est grave, à plus forte raison, 1000 cas. Donc s'il rate cette politique, effectivement, ça pourrait poser problème. Mais comme je l'ai dit au départ, Trump a ses fidèles. Et c'est ça qui fait aujourd'hui sa force. Mamadou, merci d'être passé pour ces explications. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, nous allons devoir marquer la pause quelques minutes et puis on se retrouve dans la deuxième grande partie, l'invité.